Bonjour à tous. Donc nous allons pouvoir commencer, même si nous attendons incessamment sous peu Philippe Legendre, qui ne devrait pas tarder à arriver. Il semble être en chemin. Donc nous allons tenter de réfléchir ensemble, essayer d'apporter des éléments de réponse à la question de la cuisine française face à la mondialisation, peut-être la cuisine française dans la mondialisation, peut-être la cuisine française face à la nouvelle mondialisation. En tous les cas, c'est une déclinaison que nous allons essayer de préciser. Nous allons aborder, voilà Philippe Legendre, nous allons aborder cette question, si vous le voulez, en deux temps, et dans chacun de ces deux temps, en deux phases. D'abord, nous allons poser la question, effectivement, frontalement, de la cuisine française face à la mondialisation, en déclinant d'une part la question autour de la grande cuisine française, que je vais appeler durant cette table ronde la cuisine exceptionnelle. Et on essaiera aussi de se poser la question au sujet de la cuisine ordinaire. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons traiter donc de la cuisine française face à la mondialisation à travers les cuisiniers. Donc, Philippe Legendre et Stéphane Rimbaud, bien entendu, interviendront de manière privilégiée. Alors, je vais demander à chacun des intervenants de bien vouloir rapidement se présenter et ensuite donc, nous entrerons dans le vif des débats. Rolande Bonin-Dulon. Il faut appuyer sur quelque chose, oui. Non, je pense pas. Il faut, ça va, c'est bon. Je ne suis pas sociologue comme le programme le disait, je suis ethnologue et je travaille à l'école des hautes études. Je suis chercheur enseignant et je m'intéresse à la cuisine et à l'alimentation à part de mes travaux habituels, un peu comme cerise sur le gâteau, et je suis très contente d'être là. Merci. Alors, Hervé Hanin qui interviendra sur le volet vin, puisque nous avons convenu tous ensemble ici que les vins devaient être consommés avec un plat, donc dans le cadre du restaurant. Donc c'est à ce titre-là que Hervé Hanin interviendra. Alors si vous voulez quelques mots de présentation. Juste un mot, effectivement. Donc on m'a confié très gentiment la charge d'apporter un éclairage sur le vin dans tout ce qui va se dire, ce à quoi je me prêterais bien volontiers en tant que chercheur, enseignant, ingénieur de recherche, créateur de l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Montpellier et expert auprès de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Alors il m'a semblé très important pour traiter de cette question de la place de la cuisine française dans la mondialisation, d'avoir l'avis précis, motivé, d'une personne extérieure, de quelqu'un qui n'est pas français. Et en l'occurrence, donc, j'ai invité Raquel Moreira, portugaise, de justement nous donner, de son point de vue portugais et plus précisément lisboète, de nous donner le point de vue aujourd'hui et peut-être en comparaison avec le passé immédiat, de la place de la cuisine française, plus précisément au Portugal. Donc si tu veux te présenter. Bon, je suis anthropologue et j'ai formation de 2e cycle en sociologie. Je suis professeure dans l'école supérieure d'hôtellerie et tourisme du Estoril, près de Lisbonne. Je suis professeure d'histoire de l'alimentation et de la gastronomie, et de gastronomie aussi d'ethnologie portugaise. Donc, je suis anthropologue spécialisée en alimentation et gastronomie. Et bien entendu, j'ai convié 2 chefs, et non des moindres. Donc, Stéphane Rimbaud. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis cuisinier-restaurateur à l'Oasis. L'Oasis se situe à la Napoule, tout près de Cannes. Voilà. Bonjour, excusez-moi du retard.
Philippe Legendre, chef de cuisine à l'hôtel Georges V à Paris, 3 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France 1996, et cuisinier, et qui emmène une équipe de plus de 70 personnes aujourd'hui dans le milieu de la restauration. Alors parce qu'ils sont trop modestes pour le dire, Stéphane Rimbaud a donc 2 étoiles au guide Michelin et Philippe Legendre en a 3. La précision mérite quand même d'être apportée. Alors entrons immédiatement dans le vif du sujet, et peut-être la première question que je souhaite poser, je la poserai donc à Rolande Bonin-Dulon. Qu'est-ce que la mondialisation et comment la question de la cuisine se pose aujourd'hui face à la mondialisation et peut-être face à une nouvelle forme de mondialisation? Oui, ça me semble être une bonne introduction de parler de la signification historique de ce monde, de ce mot. Parce que mondialisation, on connaît, elle avait été affectée quand on parle des apports du XVIIe, du XVIe siècle, par exemple, de ce qui venait du Nouveau Monde, c'est de la mondialisation, puisqu'on a pu adopter un certain nombre de produits. Mais la mondialisation, ça ne date pas de ce moment. Déjà sous les Romains et sous les Grecs, je vous ferai remarquer que les dames romaines portaient des bas de soie qui venaient d'Extrême-Orient. Donc la mondialisation, à ce moment-là, c'était vécu comme quelque chose de positif. Et ça n'est, je crois, que récemment que la mondialisation est vue, perçue comme un danger, comme une dépossession, comme une menace, plus particulièrement pour notre tissu, je crois, industriel et de services, mais aussi comme une sorte de banalisation des choses, de nivellement par le bas pour les produits culturels, je crois, dont la cuisine. Et on nous cite souvent le cas des world food. Je crois que Olivier en a parlé. On cite le cas de la pizza, on cite le cas du doner kebab, on cite le cas des sushis, plus ou moins bien réalisés et qui remplacent un certain nombre de produits qui étaient plus locaux. Alors je crois que ce terme de la mondialisation doit être vu dans cette espèce de combat, de réaction qui n'est pas une réaction de fermeture, de frontières, mais de défense de ce que nous pouvons avoir de particulier et de bien, de ce que nous avons pu élaborer au cours des siècles. Je vous rappelle quand même qu'il y avait un autre cas, c'est que, par exemple, en 1935, on a seulement créé l'INAO pour défendre le vin et les eaux de vie. Je crois que Hervé Hanin va pouvoir vous préciser pourquoi ça a été fait. Je vous rappelle que l'INAO, maintenant, depuis 1990, a en charge les appellations contrôlées qu'elle peut décerner à toutes sortes de produits bruts. C'est-à-dire que ça va du fromage aux légumes, puisqu'on parlait beaucoup de légumes ces derniers jours. Donc la France a choisi historiquement une façon de lutter contre la mondialisation, la banalisation, qu'elle voit comme une banalisation, par une protection des terroirs et des produits issus de ces terroirs. Il s'agit de voir maintenant si on peut généraliser ça à la cuisine, et je vais laisser parler d'autres personnes, et au vin, et de voir aussi en échange après si peut-être nous n'avons pas, nous, un rôle à jouer dans cette mondialisation, un rôle plus positif que celui qu'on nous attribue. Alors, ce qui semble être valable pour la cuisine, l'est-il pour les vins? Alors, vaste question. En effet, je crois que tout dépend d'abord de la définition qu'on adopte pour le mot mondialisation. Je crois que c'est un mot qui n'est pas encore déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres, et c'est une bonne occasion pour débattre de ça. S'il s'agit effectivement d'une internationalisation des échanges, il est clair que, comme il vient d'être dit, et dans le monde du vin en particulier, je crois que depuis que les hommes se sont intéressés un peu à la vigne, il est probable qu'il y ait eu du commerce du vin. Des commerces
internationales avant l'heure, puisque bien avant même qu'il se crée peut-être des nations. Donc il est clair que cette dimension-là est à peu près est très antique. Ce dont on parle aujourd'hui, je crois, c'est véritablement le mot mondialisation chargé de ses attributs plus modernes et que les économistes essaient d'identifier et qui me paraissent supposer deux choses. La première, une espèce de généralisation de l'internationalisation des échanges pour des motifs de développement économique, de présupposés libéraux, d'intérêts un peu post-ricardiens ou autres, mais en tout cas que l'OMC incarne bien dans sa dimension motrice. On voit bien que depuis une dizaine d'années, c'est devenu un credo pour régir l'ensemble de l'économie mondiale que d'adopter cette mondialisation. Et ça a effectivement une conséquence que vous avez très bien résumée, c'est de dire que finalement on passe peut-être d'une certaine mondialisation d'avant 1995, pour faire simple, dans le monde du vin, à une nouvelle mondialisation après 1995. Alors, comment caractériser l'une et l'autre très simplement? On pourrait dire, dans la ligne de ce que vient de dire Madame à l'instant, que la première mondialisation, si vous voulez, c'est celle qui donnait à la France, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, un rôle assez naturel, dominant. Pourquoi? Non pas que les Français aient les meilleurs vins du monde, c'est possible, mais enfin, c'est un jugement de valeur qu'on peut partager, mais qui n'a pas beaucoup de base scientifique. C'est certainement surtout que les Français ont connu de plein fouet la crise phylloxérique. Ça peut vous paraître un peu lointain tout ça, fin 19e siècle, mais donc surtout la crise post-phylloxérique. Qu'est-ce que c'était que la crise post-phylloxérique? C'était la crise économique qui résultait du fait qu'on se trouvait sur le marché avec des vins qui étaient loyaux, faits normalement par des bons vignerons, avec des bonnes vignes et des bons raisins, et en même temps avec tous les vins plus ou moins, entre guillemets, trafiqués, mais qui étaient issus de tous les savoir-faire acquis pendant 30 ans, dans lesquels on avait fait du vin sans raisin. Parce que quand il y avait les phylloxéra, il n'y avait plus de raisin, ou presque. Alors on avait acquis des savoir-faire en important des sultanines de Grèce et de Turquie, en rajoutant du sucre, en mettant des aromates, enfin, on avait bricolé des tas de choses, et à partir de 1905, on a su résoudre le phylloxéra, mais on s'est retrouvé avec des vins qui ont engorgé les marchés. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a commencé à protéger une certaine définition du vin, on s'est posé la question de ce qu'était l'authenticité des vins, ce qu'était la loyauté du commerce des vins. Et c'est à ce moment-là, Madame a tout à fait raison de rappeler la naissance de l'appellation d'origine 1910 qui a mené à la création de l'INAO 1935. Entre-temps, la création de l'OIV, qu'est-ce que c'était l'Organisation internationale de la vigne et du vin? Excusez-moi, je vais faire très court là-dessus, mais c'est une proposition de la France de dire aux autres pays, n'est-ce pas qu'on a tous intérêt à définir ensemble ce que doit être du vin, c'est-à-dire d'abord un lien très fort au raisin, on ne fait pas du vin avec n'importe quoi, et un respect de pratiques œnologiques et pratiques viticoles, qui serait internationalement reconnu. Et cette vision-là s'est développée, si vous voulez, de 1924 à 1995, suivant un flux assez laminaire, jusqu'à ce qu'arrive, effectivement, une espèce de raz-de-marée qui arrivait d'une zone à peu près inconnue, qui était l'OMC. L'OMC propose aussi de régir la planète et le commerce du vin, mais en disant il n'y a pas de spécificité, pas plus dans le vin qu'ailleurs, parce que les discours sur la spécificité, on connaît, c'est des prétextes à protectionnisme, c'est des prétextes à entrave au commerce, tout ça, ça nous fait bien rigoler. S'il y a des spécificités, démontrez-les, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Donc, le commerce du vin doit être, comme tous les autres commerces, absolument libre de toute barrière douanière et de toute barrière non tarifaire, et sur la base des définitions les plus libres qui soient, des usages confiés aux entreprises, avec une seule entrave qu'on pourrait adopter, c'est que ça ne nuise pas à la santé des consommateurs et des utilisateurs. Ça, d'accord. Et on a donc à ce moment-là deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui et qui coexistent aujourd'hui. C'est ce qui est passionnant dans notre actuelle période, c'est que l'OIV existe toujours, l'OMC existe toujours aussi, que je sache, et on a ces deux mondes, ces deux modes de gouvernance qui s'affrontent et qui vont sûrement accoucher de la période qui va s'annoncer. Une qui dit confions la définition du vin aux gens qui connaissent le vin et qui ont quelque chose à dire là-dessus, sur les pratiques, et qui disent par exemple, non, dans le vin on ne met pas d'eau. C'est pas parce que l'eau est poison, c'est parce qu'on a choisi de ne pas mettre d'eau dans le vin. Donc, le consommateur peut en mettre, mais le producteur, non. On n'acidifie pas, on n'aromatise pas. On sait bien que dans le reste de l'alimentaire, on a le droit d'aromatiser, on a le droit d'acidifier, d'édulcorer. Mais dans le vin, nous, on ne veut pas. Et ça, c'est vraiment le mode qui incarne bien la mondialisation jusqu'à 1995 et encore un peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça s'affronte avec un autre modèle qui dit « mais laissez-nous tranquilles,
Laissez les entreprises tranquilles, laissez-les innover, laissez-les faire ce qu'elles veulent, et arrêtez de tout vouloir codifier. Il y a ces deux modes de pensée qui vont finalement augurer de la mondialisation à venir. Alors dans le cadre de ces nouvelles formes de la mondialisation ou ces formes actuelles, est-ce que l'ethnologue pose la question de savoir s'il y a des différences entre la place de la cuisine française face à la mondialisation en France et la place de la cuisine française face à la mondialisation dans les pays étrangers? Ça, ce sont des demandes très peut-être trop précises pour que je puisse y répondre. Simplement, je voudrais rappeler une phrase ici qui me semble avoir tout à fait sa place, celle du grand préhistorien qui était André Leroi-Gourhan, et que je cite ici, et il disait « Ce qui est important dans l'emprunt, puisqu'il est question ici d'emprunt et de circulation, de flux, etc., ce qui est important dans l'emprunt, ce n'est pas l'objet qui entre dans le groupe technique nouveau, c'est le sort qui lui est fait par le milieu intérieur. » Je crois qu'on est en plein dedans. Et moi, si j'ai bien regardé, et j'ai regardé autour de moi, j'ai lu ce qu'il y avait à lire, ce qui avait été écrit sur le sujet, je peux vous dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a dans chaque adaptation, on ne saurait dire adoption, chaque adaptation donne à lire la nature des interactions et le rapport à l'alimentation et à la cuisine. C'est très net dans le cas de la pizza. C'était un morceau de pâte qui était blanche à l'origine avec quelques anchois, qui s'est agrémenté avec quelques tomates, qui va partir aux États-Unis, qui va revenir en étant extrêmement épaisse, dodue, couverte de produits difficilement mangeables d'ailleurs. Et puis, on s'aperçoit en Bretagne, en Provence, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus proche de l'Italie, et en Bretagne, on a des pizzas bretonnes qui s'apparentent plutôt à la crêpe et qui n'ont pas la même place dans l'alimentation, même place dans la convivialité, et qui sont tout à fait différents. Alors, ce qu'on va dire, c'est que je suis très... je m'interroge beaucoup sur le sort de ces emprunts. Et je pense par exemple au vin. Il me semblait qu'on avait exporté des cépages qui ne sont pas les mêmes. J'ai bu dans les années 70 un Château La Perle qui venait d'Afrique du Sud, qui n'était pas vendu en France parce que c'était protégé encore, et qui était un excellent vin blanc sec et qui provenait de ces cépages et de ces plants qui avaient été importés par les Huguenots et qui n'avaient pas été greffés sur des plants américains. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a des vins actuellement qui sont appréciés en dehors de leur région d'origine et qui sont représentatifs du pays où ils sont nés. Il y a eu une dégustation à l'aveugle qui a été faite il y a de ça, je ne sais pas, 3 semaines, qui a été rapportée par un magazine du week-end, où ils avaient fait juger à la fois des vins du Bordeaux et des vins de Californie. Et il s'était avéré que les Américains avaient placé en tête les vins du Bordelais, alors que les Français avaient placé en tête les vins californiens, tout simplement parce que ce qu'ils cherchaient dans les vins était différent. Pour les uns, je crois que c'était l'élégance, l'autre c'était la force, enfin, bon, je ne suis pas tout à fait spécialiste. Mais ce matin aussi, on nous avait parlé de cuisine chinoise qui, sur place, ne ressemblait pas du tout à la cuisine chinoise que l'on avait mangée à Paris. Je rappelle que les Chinois sont venus pendant la guerre de 14-18 pour remplacer la main-d'œuvre. Et puis, ils sont restés et ils ont investi certains quartiers où ils faisaient de la maroquinerie. Et effectivement, la cuisine chinoise qui est pratiquée à Paris, qui était pratiquée à Paris dans les années 60, ne pouvait pas ressembler à la cuisine chinoise telle qu'elle était pratiquée en Chine, naturellement, mais aux États-Unis, puisque les demandes étaient différentes et que les cuisiniers s'adaptaient aux différentes demandes. Je crois que ça, c'est le genre d'interaction qu'on ne peut pas négliger. Je ne veux pas monopoliser.
Alors, on a parlé tout à l'heure d'éventuels affaiblissements, banalisation, et il est vrai que j'ai lu récemment dans un livre dont volontairement je ne citerai pas le titre ni l'auteur, donc une phrase qui m'a interpellé et dont qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui, qui disait qu'on assistait actuellement à une perte de l'influence de la cuisine française dans un contexte de mondialisation de la gastronomie. Alors, bien entendu, il faut réinterroger cette phrase et peut-être donc Raquel Moreira peut apporter un élément de réponse. Est-ce que au Portugal, d'une manière générale, plus précisément à Lisbonne, est-ce que cette baisse de l'influence de la cuisine française est sensible ou non ? Et éventuellement, comment s'exprime-t-elle ? Bon, ma réponse est oui et non. L'influence de la cuisine française au Portugal, notamment à Lisbonne, maintenant, c'est oui et non. Oui, parce qu'on continue à avoir des chefs français au Portugal et au bon restaurant de Lisbonne. Oui, parce que le Portugal a une relation structurale et structurante avec la France en termes intellectuels et culturels qui viennent depuis longtemps. Mais il faut dire qu'au Portugal, la cuisine est en train de faire son propre chemin, de se renouveler à partir de ces traditions alimentaires, de ces produits traditionnels revalorisés dans les tendances actuelles, de valoriser la tradition dans un monde globalisé. Et ce chemin de cette liberté un peu d'imiter facilement d'autres cuisines comme la française, ce chemin a été fait en ce moment par les chefs français qui sont à Lisbonne, en tant que par les chefs portugais d'une nouvelle génération de chefs qui a commencé à influencer la cuisine portugaise actuellement. C'est que la formation en cuisine en Portugal, c'est récent. Et ces chefs sont les premiers, qu'ils sont dans les 40-50 ans, qui sont à créer sa propre cuisine à partir déjà des professeurs qui sont portugais, par son tour formés par des chefs français. Et les chefs français qui sont installés à Lisbonne, ils travaillent avec ces matrices françaises, mais avec des produits portugais. Ils travaillent insérés dans le contexte portugais. Et je peux dire qu'il y a 3 exemples, 2 restaurants très bons à Lisbonne et un hôtel qui ont des chefs français. Et un de ces chefs, par exemple, ils disent qu'ils travaillent seulement avec des produits portugais, sauf le champagne et le caviar, par la raison évidente qu'il n'y a pas au Portugal. Et en même temps, donc, Portugal continue à suivre, et je crois que d'autres contextes, à suivre les tendances gastronomiques françaises avec attention, mais il y a un autre chemin à être fait et ce chemin c'est connecté avec nous sommes dans un monde globalisé où le multiculturalisme c'est une caractéristique. Et à Lisbonne, on assiste en même temps à une prolifération des restaurants d'autres contextes et d'autres influences comme la japonaise, et d'autres cuisines d'origine orientale comme l'indienne, surtout la cuisine de Goa où les Portugais en étaient. Il y a aussi la cuisine méditerranéenne. Donc je pense que c'est important de référer et recontextualiser qu'est-ce que c'est l'influence de la cuisine française hors de la France et repenser que les influences dans le monde actuel ne sont simplement dans une unique direction. Donc la réponse est aussi oui et non. Donc si je comprends bien ce que tu nous dis et qui me semble extrêmement important, c'est que, tout du moins pour le cas du Portugal, il n'y a pas d'affaiblissement de l'influence de la cuisine française, mais que cette influence prend de nouvelles formes. Oui, des nouvelles formes, et on peut dire, je pense que peut-être que c'est plus exact de dire que
les tendances gastronomiques sont suivies avec beaucoup d'attention. Peut-être la cuisine, comme l'image qu'on a de la cuisine française internationalisée à partir du final du 19e siècle et du début du 20e siècle, ça c'est une autre chose différente. Mais continuons à avoir une influence, une attention à ce qui se passe en France et aussi d'autres tendances. Il y a on peut dire de multi-influences peut-être et aussi multi-rencontres du Portugal avec d'autres influences. Donc c'est cette influence de la cuisine française au Portugal que tu décris très bien. Comment s'exprime-t-elle? Est-ce qu'elle prend une forme unique, une représentation un peu qui est figée de la cuisine française, peut-être de la cuisine classique, ou est-ce qu'aujourd'hui elle prend des formes très diverses, très variées? Je crois qu'elle a des formes très diverses selon chaque chef, chaque restaurant où sont ces chefs français. Et aussi, il y a encore une certaine image de la cuisine française comme la cuisine qui a s'internationalisé à partir du tourisme. Mais la réalité, c'est une chose un peu différente. Et il faut dire aussi que la cuisine française a changé aussi. Alors, Stéphane Rimbaud, vous avez passé une période relativement longue de votre vie au Japon, pendant presque 10 années. Est-ce que vous avez senti, pendant ces 10 années que vous avez passées au Japon, une perte de l'influence de la cuisine française, des chefs français, une évolution de cette influence? Comment vous avez ressenti ça? Non, moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'il y ait une perte d'influence. L'influence, elle existait, elle existe toujours. Les chefs français étaient nombreux, le sont devenus un petit peu moins quand la crise économique s'est installée au Japon. À nouveau, il y a un regain de fréquentation des chefs au Japon. Autrefois, les Japonais venaient à la source beaucoup. On a tous connu dans nos maisons ces nuées, dirais-je, de jeunes stagiaires qui venaient bénévolement apprendre dans nos maisons. Maintenant, c'est un peu plus réglementé eu égard à la législation de notre pays et on ne peut plus accepter d'avoir des stagiaires sans visa de travail, donc il y en a moins. Mais l'influence est toujours aussi sérieuse, si ce n'est que le temps ayant fait ses effets, eh bien, ils sont de plus en plus compétents, que le monopole nous appartient de moins en moins, et que autant nous sommes heureux d'essaimer, d'apprendre, de partager, de communiquer, on est heureux aussi de s'enrichir de ce qu'eux-mêmes peuvent nous apporter. Alors peut-être pour être encore un peu plus précis, donc votre restaurant se trouve sur la Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de la carte que vous proposez et nous dire quelques mots sur, pour voir si effectivement parmi les touristes et les personnes qui fréquentent la Côte d'Azur, la cuisine française a toujours de l'importance, nous donner des précisions sur les caractéristiques, l'origine géographique de la clientèle de votre restaurant? Oui, bien, quant à la carte que je pratique, donc comme je vous le disais, on est heureux de s'enrichir. Je pense que chaque cuisinier, en fait, au travers de sa carte, raconte une histoire. En fait, son histoire, la carte est le reflet, probablement, naturellement, je crois, d'un curriculum vitae. Et en ce qui me concerne, j'ai pu clarifier ma carrière, je ne suis pas encore très vieux, mais enfin en trois phases principales, ce qui fait que dans mon restaurant, la carte est en 3 volets. C'est un petit peu comme s'il y avait 3 restaurants en un. Donc une partie formation, école hôtelière de Paris, etc. La tradition française de la grande cuisine bourgeoise. En même temps, la tradition de la maison que j'ai reprise, qui était une maison avec un fort passé gastronomique depuis 1954. Ensuite, le lieu où je me trouve, la Côte d'Azur, donc c'est le terroir méditerranéen. Je suis en prise directe avec le marché Fortville, que vous connaissez bien, auquel je me rends chaque matin pour acheter des poissons, des légumes, etc. Donc la cuisine de terroir, bien évidemment, et puis élargie à l'ensemble du bassin méditerranéen, les pays limitrophes, Italie, Espagne, l'Afrique du Nord, etc. Et puis le 3e volet, donc c'est l'influence que j'appelle chez moi de l'Orient. Et là, c'est des plats qui sont à connotation japonisante, chinoisante, thaïlandaise, etc. que je peux me
semble-t-il, pratiqué non pas en cédant à la mode, mais plutôt en toute légitimité, puisque ça correspond donc à mon histoire. Quant à la clientèle, je dois constater qu'elle est extrêmement internationale, notamment le soir, mais vraiment très très internationale. Il ne faudrait vraiment pas que les étrangers boycottent le restaurant, je serais ruiné en très très peu de temps. Quant au déjeuner, par contre, on a une clientèle de villégiature locale qui contient aussi un peu d'étrangers, puisque beaucoup d'étrangers sont propriétaires sur la Côte d'Azur. Mais enfin, quand même, c'est une clientèle un peu plus âgée et un peu plus française au déjeuner. Et parmi donc cette clientèle internationale, est-ce que vous avez vu une diversification de l'origine géographique? Est-ce qu'il y a de nouvelles nationalités, de nouveaux pays qui s'intéressent à la cuisine française? Là, je ne sais pas si la Côte d'Azur diffère du reste de la France. Bon, il y a eu des vagues avec les pays arabes, ensuite c'était les Américains, puis maintenant ce sont un peu les Russes. Mais enfin, il me semble qu'on vit tous la même chose à ce sujet-là, quoi. On va peut-être poser la question à Philippe Legendre. Donc, à Paris, est-ce que la situation est la même? Est-elle différente? Pour la clientèle, moi j'ai fait une ouverture il y a 7 ans. Donc j'ai voulu véhiculer une grande partie de clients français parce que j'avais vécu cette période du dollar à 10 francs où beaucoup de restaurateurs se sont beaucoup abîmés en préservant une clientèle étrangère, donc clientèle américaine. Et le jour où les Américains sont partis, ils sont restés avec des restaurants vides. Donc j'ai voulu impérativement faire en sens inverse du créneau porteur, qui était encore il y a 7 ans, et qui est encore aujourd'hui encore beaucoup plus fort, avec les étrangers. Mais aujourd'hui, on ouvre un petit peu plus la porte à un phénomène de demande de tous les hôtels parisiens et de toutes ces nationalités qui viennent à Paris. Mais je suis très sensible à avoir quelquefois le midi 80-90% de Français et le soir si on a 70%, je suis le cuisinier le plus heureux. Alors donc vous officiez dans une chaîne hôtelière, dans le cadre d'une chaîne hôtelière internationale. Comment, à travers vos expériences de voyage, d'expériences de cuisinier à l'étranger, et peut-être à travers la chaîne Four Seasons, comment percevez-vous ce changement d'influence de la cuisine française? Alors, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je suis un sédentaire profond. Non, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je ne travaille pas pour le groupe Four Seasons à l'étranger. Donc, j'ai fait quelques promotions, mais c'était plus pour promouvoir, je dirais, l'identification française que d'aller faire passer un message professionnel dans des périodes très courtes. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait être heureux de voir que le monde bouge dans la restauration. Je sais que pour certains chefs, il y a eu dans des périodes, il y a peu de temps, entre certains pays, on est la meilleure, on est la moins bonne. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. La France restera un patrimoine pour moi unique au monde, avec d'autres pays aujourd'hui qui se réveillent. Je trouve que c'est fabuleux. En parlant, il y a un film qui m'a beaucoup ému il y a quelques années, c'était « C'est tous les gars du monde ». Et c'est un film qui m'a beaucoup ému, parce que je pense qu'on devrait aujourd'hui véhiculer, dans un sens comme dans l'autre, toutes nos émotions. Et nos émotions sont vraiment propres à nous-mêmes, des régions dans lesquelles on vient, de nos racines, pour travailler les produits et de les sensibiliser par rapport à nos journées que nous passons. Parce que les émotions peuvent être furtives, comme un repas est furtif. Et je pense, au lieu de dire si la restauration française est plus ou moins bien connue, moi je pense qu'elle est reconnue dans le monde entier. C'est qu'on a encore des courriers de garçons qui viennent aujourd'hui de Norvège, de Suède, même des pays de l'Est aujourd'hui. On a encore beaucoup de demandes de garçons et de filles, beaucoup de filles aujourd'hui, des États-Unis ou du Japon, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ce sont des demandes écrites, donc c'est quand même une demande psychologiquement est quand même quelque chose d'important. C'est qu'on a un phénomène écrit devant les yeux, et ce n'était pas le cas il y a quelques années où les gens faisaient le porte-à-porte avec des passeports plus ou moins illicites où beaucoup de Japonais venaient en France. J'en ai eu des garçons avec des gros cœurs pour apprendre, et on avait une fierté de leur apprendre, mais on a peut-être passé un temps à les exploiter plus qu'à leur donner en fin de compte l'image vraie de ce qu'était la restauration, de ce que nous étions nous-mêmes. Parce qu'il y avait une demande de travail phénoménale, et puis c'était un cycle, hein, tout le monde faisait pareil.
Donc je pense que la France a encore un très bel avenir. Je ne négative pas, je positive, mais bon, il y a des régions du monde qui se réveillent aujourd'hui, et moi j'en suis très heureux, parce que tout le monde doit s'alimenter. Par contre, il ne faut pas dénaturaliser le produit, il ne faut pas dénaturaliser la restauration, n'importe quelle restauration, et je pense qu'on ne protège pas assez le vrai métier. La vraie restauration française, n'importe qui peut s'installer aujourd'hui. J'ai voulu le véhiculer dans une région de France, avec un genre de porte-drapeau, je ne sais pas comment, on aurait pu l'imaginer, et on n'a pas voulu me suivre. Et je pense que c'est peut-être aussi là qu'il faudrait peut-être regarder la base aujourd'hui, si on veut préserver notre patrimoine français avec tout ce que ça comporte. Les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a quand même tous les agriculteurs qui travaillent, qu'on oublie quelquefois, et par contre, j'ai toujours préservé ces alliances humaines, que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux vraiment qu'on a une clientèle aujourd'hui qui est à notre écoute, et qu'on devrait peut-être mettre un petit porte-drapeau ou quelque chose qui différencie vraiment du vrai restaurateur, du client ou du restaurateur qui fait du n'importe quoi et qui nous abîme énormément aujourd'hui et qui abîme toutes les cuisines du monde. Toutes les cuisines du monde. C'est un gros débat, ça aussi. Alors, Rolande Bonin-Dulon, est-ce que l'ethnologue, pour réfléchir à cette question donc, du changement d'influence, est-ce que la différenciation cuisine ordinaire, cuisine exceptionnelle, est-elle pour vous opératoire ? Mais écoute, je crois que ça se voit. On a la cuisine pour célébrer, que ce soit en famille ou quand on invite des gens ou pour les grandes fêtes. Ça, on l'a fait, la cuisine, on en a parlé là, depuis 48 heures. Et puis, il y a la cuisine aussi... celle, justement, la world food dont tu parles, celle qui se mange avec les doigts, sans assiette, et que l'on craint, et que l'on voit dans la rue, là, les gens qui mangent un sandwich pas forcément très bien. Et cette cuisine-là, elle est, puisque c'est quand même c'est de la cuisine, elle est consommée au dehors, sans contrôle, ceux qui y seraient voués, ce seraient des gens sans moyens financiers et surtout sans culture gastronomique. Ça, je crois que c'est apprise à l'intérieur de la maison, quel que soit le milieu culturel dont on devient ou ethnique. Parce qu'il y a des cultures gastronomiques qui sont différentes, bien sûr, surtout en ce moment. Et pour les autres, je veux dire pour cette cuisine de célébration, je crois qu'elle restera toujours d'abord un moyen de distinction, et puis où justement l'adoption de nouveaux arômes qui viennent d'ailleurs, de nouvelles épices, de nouveaux modes de cuisson, entre dans la stratégie de distinction et de plaisir, parce que le plaisir est toujours présent, pour habiller de neuf des personnages qu'on a bien connus. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le voir. La mondialisation, c'est surtout... Il me semble, celle que l'on craint, c'est celle de la world food, c'est celle qui banalise les produits, qui les rend sans trop de goût, sans trop de saveur, ce qui va être avalé rapidement, etc. Il me semble qu'elle n'a pas atteint la cuisine de célébration, la cuisine dont vous faites partie. En tout cas, si vous adoptez des choses, ça n'est pas la banalisation des réalisations. C'est au contraire pour les rehausser, pour les rendre différents. Je pense que d'abord c'est une grande fierté du producteur qu'on doit mettre au goût du jour et de faire rêver le client. Parce qu'on a aussi des demandes de la clientèle, souvent de fois, qui sont la remise en question, refaire du nouveau sans arrêt, faire des plats sans arrêt. Innover, c'est très compliqué. Je pense que lorsqu'on fait quelques plats dans notre vie, dans lesquels on a mis toute l'émotion et toutes les saveurs, tous les mariages dans un grand plat, parce qu'un œuf peut être un grand plat s'il est bien fait. C'est pas le prix du produit, c'est la transformation du produit qui devient une grande cuisine. Et c'est ce qu'on oublie aussi dans les valeurs aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui mangeaient dans la rue. Je me souviens, mes parents faisaient des travaux, et je me rappelle des maçons qui mangeaient sur leur... je suis de Vendée, sur le bignot de pain, sur le morceau de pain. J'ai travaillé dans un restaurant indien un jour, toute une nuit, pour voir comment ils faisaient leur galette de pain. Et ça ne sert à rien de courir le monde pour s'apercevoir que la fleur pousse dans votre jardin.
que nous, en tant que Vendéens, que ce soit, vous parliez tout à l'heure des galettes bretonnes, les gens, c'est un support. Et quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bon? Donc c'est vrai qu'il ne faut pas le banaliser. Il faut impérativement qu'on dynamise tout ce procédé du blé, du pain, du vin, de l'eau. Je pense que c'est un respect par rapport à l'alimentaire. S'asseoir, partager, c'est une méthode d'amour de la vie. Et c'est la femme qui nous le donne, à nous les hommes. C'est la femme qui donne le sein, c'est la femme qui toute sa vie fait avec voilà, une tartine. Moi, je me rappelle d'une grande tartine que je mangeais, c'était les fraises qu'on allait ramasser dans le jardin de mon grand-père et qu'on écrasait. Elles étaient pleines de sucre et de soleil. On les écrasait avec les doigts sur un morceau de pain frais avec un beurre salé en dessous. Quel bonheur! Mais ça, il faut impérativement qu'on continue à le dynamiser, pas de cette façon-là, parce que c'est très compliqué. Mais je pense qu'on a un rôle très important. Il n'y a pas de mets, il n'y a pas un mets banal. La nourriture doit avoir un grand respect. Et c'est là qu'on part dans des systèmes de volume où on ne va pas dans la qualité, on ne respecte plus le produit. Donc si je vous entends bien, la cuisine française n'est pas, comme on pourrait le penser, en tous les cas, tel que la pensée ambiante le veut bien, je le fais circuler, attaquer, ni pour la cuisine ordinaire, ni pour la cuisine exceptionnelle. Alors après j'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui, le véhicule de la cuisine française n'est pas basé par rapport à certains hommes, dans lesquels ils veulent véhiculer une certaine égocentricité, et qui empêche en fin de compte un certain bon déroulement, bataille de chefs, on a les petits villages gaulois. Je trouve, comme je disais tout à l'heure, si tous les gars du monde se donnaient la main, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et comme on est un porte-drapeau de l'alimentaire, la France, on pourrait être encore beaucoup plus fort que de regarder chacun dans son coin et que de véhiculer que l'image de 2, 3 ou 4 hommes. Ce sont des groupes de cuisiniers, ce sont des groupes de cuisinières, seulement faire à manger. Beaucoup vont être contre moi, je suis contre la semaine du goût. Parce que c'est stupide aujourd'hui de faire aller dans les écoles, je suis un peu direct, excusez-moi, pourtant c'est pas dans mon caractère, de donner pendant une journée à des enfants ce que c'est que le goût. C'est toute l'année. C'est que quand tous les jours où une cantine ouvre, on doit donner une émotion. J'étais à l'école, on avait une cuisinière qui faisait à manger. C'était à la hauteur de ce que c'était, mais je m'en souviens. On prenait un peu plus de pain pour manger et puis c'était bon. Mais ces sociétés qui donnent des investissements pour des reconnaissances, je parle avec émotion parce que ça m'émeut beaucoup. Ces 300 jours aux enfants, on doit continuer à leur donner un goût. C'est pas une journée par an. Donc le risque, semble-t-il, n'est pas là où on le pense. Alors est-ce que c'est valable pour les vins? Est-ce qu'il faut faire une différenciation nette entre les grands crus et les vins de soif? Oui, d'abord, sans doute, pour y voir un peu clair dans la présentation du vin, il faut sans doute s'intéresser effectivement à l'ensemble des vins. On est probablement très obnubilé par le poids, la charge émotionnelle et le poids en image des grands crus. Il faut savoir quand même que les grands crus, rien qu'à Bordeaux, c'est quand même peut-être 1-2%. Alors sur l'économie nationale, c'est évidemment très fort en image, mais ce n'est pas ça qui fait l'économie du vin. Est-ce qu'il y a mondialisation, en tout cas, dans le vin? Là, je crois qu'il faut répondre à ça. Est-ce qu'il y a mondialisation dans le vin? Oui et non. C'est-à-dire qu'on est effectivement passé en 15 ans d'une période où ce qu'on appelle le marché mondial du vin, c'est-à-dire la part du vin qui est consommé dans un autre pays que celui où il a été produit. C'est-à-dire un vin qui a passé une frontière au moins. Eh bien, il y a 15 ans, c'était 17% des vins qui étaient consommés de cette façon-là. Pardon, 17% des vins consommés qui proviennent d'un autre pays. C'est-à-dire une bouteille sur 6, pour faire simple, n'avait pas été produite dans le pays où elle était consommée. Aujourd'hui, c'est plus d'une bouteille sur 3. Donc, en ce sens-là, il y a effectivement un accroissement des échanges. Et ça pose directement la question de la place de la France. D'autant que sont apparus, on l'a évoqué un peu ce matin aussi, sont apparus dans le même temps ce qu'on appelait les nouveaux pays viticoles, donc le nouveau monde viticole, pour faire simple, l'Australie essentiellement, qui est sans doute le plus pugnace,
l'Australie, mais aussi le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Californie et l'Argentine. Ces pays-là représentaient entre 3 et 5% des exportations il y a 15 ans. Ils représentent 19% aujourd'hui. Une bouteille sur 5 exportées dans le monde provient d'un de ces pays-là. Donc évidemment, ça secoue aussitôt la place de la France. Et là, on parle bien, tout vin confondu. On n'est plus seulement sur les grands crus ou sur les champagnes ou quoi que ce soit. On est sur l'ensemble des vins. Et je crois que ça pose directement la question du déclin ou non de la France. Je pense qu'on peut s'accorder à dire que ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, il y a un déclin au sens statistique tel que je viens de l'évoquer, mais il y a surtout une incroyable chance de repositionnement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Repositionnement, oui, parce qu'on ne passe pas d'une situation dans laquelle on est dominant au plan mondial et reconnu comme tel. C'est sans cocorico et sans volonté colonialiste, comme il a été dit ce matin d'ailleurs, effectivement, et j'adhère à ça. C'était vrai pour la cuisine, c'est vrai pour le vin. Il n'y avait pas de volonté colonialiste, il y avait vraiment une volonté de coopération. D'ailleurs, paradoxalement, qui participait de la banalisation. La France a exporté très généreusement ses cépages, qu'elle retrouve aujourd'hui en plein dans sa concurrence. Elle a exporté ses savoir-faire, elle a été vraiment extrêmement généreuse, elle a formé le monde entier, les œnologues du monde entier, avec une extrême générosité. Beaucoup plus qu'un sens colonial, croyez-le bien. Mais on voit bien que ça participait de la banalisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on passe d'une situation où on avait effectivement une place centrale dans ce montage mondial, une place dans laquelle les experts du monde entier regardaient, pour ne pas dire adulaient, les experts français qui étaient leurs anciens professeurs de Montpellier, de Bordeaux, de Dijon ou autres, ou d'Angers ou de Reims. Donc, cette situation, il faut maintenant passer à une situation dans laquelle il faut faire reconnaître sa qualité. Et c'est plus aussi naturel. Mais je crois que c'est une chance. Et donc, ça passe par une nécessaire descente de train pour remonter dans un autre. Il faut descendre de son piédestal. Ça, c'est une obligation. Et je crois qu'il faut vraiment se persuader de ça. Alors la question, c'est comment. Et là, on voit arriver beaucoup de difficultés. Vous avez raison, vous parliez d'un modèle aristocratique. Je crois que la première difficulté, c'est d'abord d'accepter de descendre d'un piédestal. La deuxième, c'est d'accepter d'entrer dans d'autres cultures où ça ne se passe pas aussi naturellement qu'en France, l'imitation d'un modèle aristocratique par des bourgeois, puis par des classes moyennes qui accèdent à des niveaux de vie. Je ne suis pas sûr qu'au Japon, en Inde, en Afrique, ça se passe de la même façon. C'est peut-être pas aussi naturel. Et puis il y a une autre dimension aussi, c'est qu'on est obligé de constater aussi, quand on se confronte à la mondialisation, c'est ça qui est intéressant. Et dans ce mot face à la mondialisation, il y a des choses qui parfois m'interrogent, mais il y a aussi des vertus, et je me dis qu'on est effectivement face à une mondialisation, il faut prendre ses responsabilités. Et à ce moment-là, il nous apparaît, je crois en plein jour, quelque chose qui nous est souvent caché parce que c'est trop évident. C'est que le vin a été pendant longtemps du domaine du sacré. Et pas seulement chez des religieux catholiques ou intégristes. Dans la société occidentale, d'Europe occidentale, le vin est rentré dans le sacré. Ce qui explique d'ailleurs que ceux qui le faisaient ne veulent pas l'altérer, ne veulent pas le modifier, en modifier l'idée qu'ils s'en font, ne veulent pas l'acidifier, ne veulent pas l'aromatiser, ne veulent pas... et sont réticents à toute innovation. C'est pas qu'ils sont des œillères, c'est pas qu'ils sont dans le passéisme le plus total, c'est qu'ils ont une vision sacrée. Et je crois que c'est très difficile d'exporter un modèle sacré à des gens qui ont d'autres croyances. Pourquoi voulez-vous qu'un Chinois, qu'un Japonais, qu'un Indien adopte les mêmes codes de respect, de non-aromatisation, de non-mouillage dans l'acidification, de non-copeaux, de vin, alors que nous, on serait capable sans doute de massacrer un peu le saké ou je ne sais quoi, parce que ce n'est pas dans notre culture. Je crois que c'est quelque chose de très culturel. Et finalement, je crois que c'est une chance formidable pour la France, alors d'accepter sans doute ce déclin un peu, ce déclin. Mais d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les exportations sont peut-être en train de refrémir. Elles ont subi de plein fouet la concurrence des nouveaux pays viticoles, qui sont arrivés avec d'autres codes, d'autres modes de présentation d'ailleurs, plus que d'autres modes de fabrication. Mais ils ont su concurrencer les vins français, notamment sur nos places fortes d'exportation, que ce soit sur le Royaume-Uni, l'Europe du Nord, particulièrement, qui sont les grands foyers de consommation et les grands foyers de croissance de consommation aujourd'hui. Ils ont su remettre en question, je crois, la place de la France. Et d'où, à ce moment-là, ce grand débat, est-ce que l'AOC c'est bien, est-ce qu'il y a trop d'AOC, est-ce que... Tout ça, c'est des bonnes questions, on en parlera, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois que c'est effectivement en tout cas une chance. Moi, je vis ça plutôt comme une chance. Oui, il y a déclin, il y a eu déclin,
mais il y a surtout une formidable chance de repositionnement, me semble-t-il. D'accord, donc si on boit moins de vin français à la surface du globe, si je vous ai bien compris, boit-on meilleur? Et qu'en est-il de l'art de déguster le vin, du plaisir de l'art de déguster le vin? Alors, encore, vaste question. Boit-on meilleur? Ça, je ne sais pas bien dire. Je ne sais pas bien dire parce que je n'ai pas de définition de la qualité. Et tous les gens que je connais autour de moi, suivant la discipline qu'ils enseignent ou dans laquelle ils professent, ont une définition différente. L'œnologue n'a pas la même définition de la qualité que le commerçant en vin. Et ce sont des définitions différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement général d'élévation de la qualité, au sens où on l'entend, au sens commun, si on ne rentre pas dans des polémiques scientifiques. Un des moteurs au plan français a sans doute été d'ailleurs un moteur qui aujourd'hui se retourne un peu contre l'économie nationale, mais un des moteurs de l'augmentation de qualité, je viens d'une région, on est au cœur, le plus grand vignoble du monde, le Languedoc, qui avait des problèmes de qualité intrinsèque, manifestement, dont les vignerons avaient pris conscience. Et un des grands moteurs de l'augmentation de la qualité, ça a été l'accession à l'appellation. Avec, pour contre-coup, aujourd'hui, des vins qui sont de qualité. Allez dans le Languedoc si vous n'y allez pas, allez-y plus. Vous verrez l'augmentation de la qualité, c'est sans commune mesure, avec ce qu'on a connu il y a 30, 40 ans. Mais le contre-coup, c'est qu'on a aujourd'hui un modèle d'appellation d'origine qui s'est généralisé. Alors je dis souvent, ce n'est pas l'appellation d'origine qui est en cause, c'est sa généralisation. C'est un modèle qui est fondé normalement sur la rareté de l'offre et la différenciation de l'offre. Et aujourd'hui, on a 55% de l'offre française qui est en appellation d'origine et 30% qui est en vin de pays, c'est-à-dire sur le même modèle que l'appellation d'origine, avec des rendements plus lâches, mais c'est le même modèle. On est donc à 85% de vins qui sont fondés normalement sur une différenciation géographique, sur lesquels normalement, par essence, chacun devrait dire « mon vin s'appelle l'appellation X parce qu'on est différent de Y ». Et voilà pourquoi on est différent de Y. Et au lieu de ça, on se retrouve avec une immense offre généralisée qui fait le jeu effectivement de la grande distribution, parce que on a toutes les peines du monde à différencier. Les gens des appellations eux-mêmes ne savent pas bien ce qu'ils ont de différent du voisin et savent encore moins l'exprimer, ce qui est normal. Et donc, on n'est plus en stratégie de différenciation. Donc ça explique un peu la crise aujourd'hui. C'est qu'on a généralisé ce modèle et qui se retourne un peu contre les producteurs français, dans un contexte où, au contraire, les concurrents, eux, peuvent jouer facilement plus facilement avec les rendements essentiellement. Un peu avec les pratiques œnologiques, mais surtout avec les rendements. Et surtout, ont pris, n'ayant pas affaire à un produit sacré dans leur culture, l'ont traité comme un produit alimentaire général. Alors, ce qui nous révulse beaucoup, mais en même temps, ce qui leur facilite terriblement la tâche sur le plan commercial. Parce qu'à ce moment-là, eux, leur problème, c'est de vendre. Et ils mettent en place des stratégies marketing. Et leur problème, c'est de faire reconnaître la qualité. Nous, notre problème, c'est est-ce que notre qualité que l'on a intrinsèquement, on va savoir la vendre. Eux, leur problème, c'est de vendre différents niveaux de qualité. Et ils font de la marge sur des petits niveaux de qualité, sur des grands. Les Australiens font des vins de bas de gamme, mais qui plaisent aux consommateurs qui les achètent. Ce qu'on a de peine à faire, nous. Et ils font des vins de très haut de gamme aussi. Il semblerait que le vin le plus cher du monde soit australien, je ne suis plus très sûr, mais peu importe. En tout cas, ils ont su exister à tous ces niveaux-là. Mais je crois que leur principale caractéristique, il y a des tas de différences, mais la principale caractéristique, c'est d'avoir eu une attitude un peu marketing. Ce qui était un gros mot en France dans le secteur du vin. Hein. Le mot marketing, il y a 20-25 ans, on avait du mal à le prononcer. C'était un gros mot parce qu'on a une vision très artistique, très grand cru. Et finalement, c'est bien parce que ça nous pousse à la qualité, mais c'est pas si bien que ça, parce que ça fige un modèle qui est difficilement exportable, parce qu'il est difficilement adaptable à l'ensemble de la production. Je crois que c'est ça la... Alors Raquel, est-ce qu'on boit plus de vin français ou moins de vin français aujourd'hui au Portugal, qui est quand même un grand pays producteur de vin? Bon, je n'ai pas des données statistiques, je ne suis pas venue préparer avec ça, mais ce que je regarde dans les magasins de vin au supermarché, c'est que l'espace réservé à des vins étrangers, et notamment à des vins français, c'est de plus en plus grand. Mais au Portugal, ce qui se passe, c'est que les Portugais aiment beaucoup son propre vin, mais dans un passé récent, il a une culte autour du vin. On boit de plus en plus moins en termes de quantité,
mais avec plus de connaissances avec du vin, plus d'intérêt pour d'autres vins et pour acheter vin d'autres pays. Et les magasins de vin, inclusivement, ils sont augmentés en termes de quantité. Et donc, je pense que je peux dire que peut-être plus de vins français au supermarché, des magasins de vin. Dans les restaurants, je ne sais pas bien, seulement les restaurants de haute gamme ou des restaurants français ont des vins. Ce n'est pas très usuel à voir dans la carte des vins français parce que les Portugais ils aiment beaucoup son vin et les vins par exemple, d'appellation d'origine contrôlée, les vins de qualité au Portugal, la production est presque consommée par les Portugais. Les vins exportés sont les vins de basse gamme ou les vins douces, le Porto, le Madeira. Et donc, les Portugais aiment boire le vin qu'ils produisent, mais je peux dire qu'il y a une croissance d'intérêt pour d'autres vins, et notamment pour la France. D'accord, donc tu sembles dire qu'au restaurant, les vins français ont moins de place ou ont une place égale, mais de toute façon une place peu importante, mais que c'est plutôt à la maison qu'on a tendance à consommer du vin français. Moi, je crois que oui, qu'il y a un intérêt pour expérimenter d'autres vins. Et ce que se regarde dans les magasins et dans les supermarchés, c'est qu'il y a de plus en plus d'espace réservé pour ce vin. Donc, c'est parce qu'il se vend, non? Vraisemblablement. Bon, c'est différent pour le champagne, évidemment. Oui, alors justement, je voudrais, avant de redonner la parole à M. Hanin, je voudrais justement, est-ce qu'il y a des moments privilégiés de dégustation du vin français? Bon, tu parlais du champagne, peut-être tu peux en donner quelques précisions sur le champagne. Sur les vins français, je ne sais pas. Sur le champagne, oui, il y a des moments précis pour déguster le champagne, comme les fêtes, le Noël et le premier jour de l'année. Et aussi, je pense qu'il y a des gens qui aiment boire du champagne avec le dîner. Pas seulement après le dîner, avec le dessert, mais du bar avec les plats. Avec le menu. Oui, le menu. Monsieur Hanin, vous vouliez apporter une précision? Oui. Juste une petite précision quand même pour fixer les idées. Bien sûr, vous avez raison de dire que le vin se développe aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas un pays au monde dans lequel on ne pourrait pas trouver une bouteille de vin. Ça, c'est à peu près clair. Ceci dit, il ne faut pas que ça déforme notre vision des choses. 60% du vin consommé dans le monde est consommé dans 7 pays. Donc c'est quand même une boisson qui nous rappelle quand même à quel point elle est culturelle et surtout qu'on peut vivre très bien. Moi je pense qu'on vit un peu moins bien, mais on peut vivre très bien sans vin et qu'à peu près les 3/4 de l'humanité qui s'en passe allègrement. Et en ce sens-là, je pense que la mondialisation c'est plutôt une chance. Au sens où on voit aujourd'hui que les pays qui traditionnellement buvaient plutôt de la bière augmentent leur consommation de vin. Même si parallèlement, et c'est l'effet des échanges, ceux qui buvaient traditionnellement du vin augmentent leur consommation de bière. Ça, c'est à peu près clair. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est une opportunité pour la France. Il ne faut pas oublier que la France reste le premier producteur, le premier consommateur mondial, mais talonné par l'Italie. Mais la France est surtout confrontée à une chute de sa consommation intérieure qui est vertigineuse. Donc sa chance, c'est de voir que la consommation de vin, finalement, est sans doute grâce aux concurrents, grâce au nouveau monde viticole qui fait un peu de marketing de façon plus débridée que la France, qui entretient cette idée que boire du vin, c'est bien, qui développe des marchés en Asie aussi, qui est actif sur les marchés de l'Europe du Nord, finalement, maintient une culture du vin dans le monde, à laquelle dont la France ne décrochera pas complètement, j'en suis sûr, elle va se ressaisir très vite. Hein. Mais du même coup, on voit que c'est une opportunité pour la France qui, sinon, serait obligée d'accompagner son mouvement de déclin. Hein, on était à 120 litres par habitant et par an en 1960 en consommation en France. On est en train de passer assez rapidement au niveau des 50 litres par habitant et par an. Donc, en 40 ans, 45 ans, pardon. Donc, je crois que c'est une énorme opportunité qui montre que il faut resituer quand même la place du vin dans chacun des pays. Quand on parle de la Chine, c'est un peu la même chose. Hein. On s'imagine beaucoup de producteurs français en pleine crise fantasme en se disant mais si chacun des 1,4 milliard buvait ne serait-ce qu'un petit verre,
on serait sorti d'affaires. Le problème, c'est que la Chine, c'est pas 1,4 milliard, c'est 300 millions d'habitants qui ont vraiment un niveau de vie, et dont certains, dont 70-80 millions, un énorme niveau de vie. Mais c'est 300 millions, c'est à peu près la population de l'Europe, celle qu'on va trouver, Pékin, Shanghai, etc., et jusqu'à Macao. Mais ceux-là représentent vraiment un marché très fort. Il y en a probablement à peu près 1 milliard dans le centre de la Chine qui, alors là, n'est pas là de toucher vraiment à du vin, pour la bonne raison déjà qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un tire-bouchon. Voilà. Alors peut-être avant de laisser la parole à l'auditoire, je voudrais poser une double question à chacun des deux chefs cuisiniers présents ici. Est-ce que les cuisiniers, on a parlé ce matin des voyages de Vincent Lachapelle, est-ce que les cuisiniers français voyagent-ils moins ou plus qu'auparavant? Et est-ce que le chef français s'exporte mieux ou moins bien qu'auparavant? Je mets exportation entre guillemets, bien entendu. Moi, je crois que parmi les cuisiniers français, il vaut mieux compter ceux qui ne sont pas allés au Japon, pour citer ce pays, puisqu'il en est beaucoup de questions, plutôt que le contraire. Je pense que les cuisiniers voyagent plus que jamais. Je pense que tu me confirmeras ça, que vraiment, il y a vraiment une grande demande et que tout le monde est heureux d'y répondre. Comme je disais tout à l'heure, non, je voyage pas. Non, c'est vrai que je voyage pour me faire plaisir, donc je vais dans des situations où je vais me mettre en phase naturelle. Mais c'est vrai que je vais très peu faire, je parcours par le monde. Je voudrais vous poser une petite question, une petite réflexion plutôt que j'ai par rapport au vin. Est-ce que le Français ne s'est pas mis une balle dans le pied à un certain moment où le Français se disait qu'il ne vendait très peu de vin en allant lui-même investir sur des vignobles à l'étranger? Donc on ne peut pas être partie prenante, on ne peut pas avoir le beurre, la crémière et tout le machin. Donc on arrive à un système de réflexion quand on est à l'autre bout du monde en train d'attacher des milliers d'hectares qu'on plante et qu'on veut véhiculer son propre vin parce qu'il identifie une certaine raison d'être et de patrimoine français, et d'un seul coup, on vend de patrimoine à 1 milliard de millions de bouteilles, et puis l'autre avec l'élite, est-ce que l'élite peut être reconnue par tout le monde? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une surproduction mondiale, mais est-ce qu'on ne l'a pas voulu aussi? Donc on ne peut pas être partie prenante des deux côtés. Une réponse très courte, s'il vous Très plaît. courte, alors oui, bien sûr, je crois qu'à court terme, vous avez entièrement raison. Le problème, c'est, je crois qu'il y a 2 éléments de réponse. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Je crois que depuis longtemps, la France, je dis, a formé généreusement, etc. Ça a commencé là, hein, à exporter ses cépages, à former généreusement l'ensemble des ressources humaines du monde entier en matière de vin. Je crois que ça fait partie d'une responsabilité de leader. Je crois que tous les leaders, et vous êtes, vous, des leaders en matière de cuisine, vous n'êtes pas exempt de cette générosité, vous formez aussi vos propres concurrents tous les jours. Enfin, je crois que c'est à peu près clair, vous parlez de réseau. Et la France faisait ça dans un certain système dans lequel finalement, elle confortait sa longueur d'avance à chaque fois, ce qui est assez classique en stratégie de leader. Le problème, c'est que les règles du jeu ont changé. Donc, ce qui était quelque chose de généreux, à un moment donné, risque effectivement de revenir comme un boomerang. Je crois que c'est l'essentiel de la réponse qu'on peut faire. Alors, sur les investissements à l'étranger, bien sûr, là encore, ça relève d'un autre modèle. C'est-à-dire qu'on est dans un système, nous, traditionnellement, qui était un peu un modèle plus paysan. Et là, on se trouve face à des modèles où il y a des appétits de capitaux extérieurs. On voit effectivement des Français qui investissent à l'étranger. Le regret que j'ai, moi, c'est plutôt que les étrangers n'investissent pas en France. Ou même que les grands négociants n'investissent pas en France. Pour ne pas le nommer, on a la société Pernod Ricard qui produit du vin en Australie et qui considère, mais comme la plupart d'ailleurs même des grands groupes de champagne ou de cognac, qui disent on ne demanderait pas mieux que d'investir sur le vin, mais non, on ne veut pas investir en France, c'est la situation, ça ne permet pas, c'est pas rentable, ça ne correspond pas à nos stratégies. Aucun le fait. Et problème plus récent, Pernod Ricard qui a toujours dit non, désolé, je le fais en Australie, mais je ne le fais pas en France. Si je voulais le faire, je le ferais, mais je ne le veux pas. Et ils ont racheté Alain Domecq, un autre grand négociant international, qui avait justement un vignoble et une très belle cave, une très belle bodega à La Rioja. Et au lieu de revendre cette cave, Pernod Ricard le garde. Donc Pernod Ricard arrive à garder des vignobles et des caves en Europe, en Espagne en l'occurrence, mais pas en France. Donc oui, vous avez raison. Après, ça devient politique, on verra ça dans 5 mois. Sans doute. Donc, ce qui veut donc dire que le cas de la cuisine et du vin sont différents. Dans un cas, on a
l'expérience de quelque chose qui s'exporte bien et qui est facilement copiable, et dans l'autre, non. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Bonjour, bonjour. Frédéric Gana de Chemin Faisant. Je suis assez interpellé en fait par les débats aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à des échanges sur la gastronomie française, même si je suis gastronome et cuisinier passionné depuis l'enfance. Mais nous, ce qu'on a fait l'année passée, c'est qu'on a été rencontrer des paysans, plus de 80 pendant 6 mois, et qui travaillent de manière respectueuse de l'environnement et de la dignité humaine. Et je m'étonne que quand on parle de gastronomie française, finalement on évoque assez peu l'amont de la chaîne des produits alimentaires, où il y a des hommes qui cultivent et qui cultivent des produits, qui élèvent des bêtes, pour les transmettre ensuite à des transformateurs ou à des cuisiniers, ou directement aux consommateurs. Et donc ces producteurs qui font partie de cette chaîne, comment se fait-il qu'aujourd'hui ils n'apparaissent pas dans les débats, alors même que depuis qu'on discute, il y a peut-être 8 fermes qui ont disparu depuis que l'atelier a démarré, 24 depuis ce matin, qui sont rayées de la carte. Et pour moi, le patrimoine gastronomique français, c'est ça. C'est la terre, c'est les gens qui l'entretiennent, qui la cultivent, qui font que des terroirs restent diversifiés, vivants. Parce qu'un terroir qui n'est pas entretenu, un terroir dont on a enlevé la vie dedans, soit à cause de produits, soit à cause de mauvaises pratiques, n'est plus un terroir, parce qu'il n'a plus de spécificité. Donc on rentre dans l'uniformisation. Et la réalité de l'agriculture française, c'est ça aujourd'hui. Et comment peut-on parler de gastronomie française ou de patrimoine gastronomique quand il n'y a plus de terre et quand il n'y a plus personne pour l'entretenir? Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se fait-il que dans cette enceinte, le mot paysan n'ait pas été prononcé plus de 2 fois, le mot agriculteur n'a été prononcé que par Monsieur Legendre. Je me pose toutes ces questions-là. Après, il y a l'atelier suivant qui va parler du patrimoine de l'UNESCO. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va faire rentrer une gastronomie dégénérescente dans le patrimoine comme on mettrait un objet dans un musée, ou est-ce qu'on va décider de rénover la gastronomie française pour lui redonner son identité? Parce que même si, effectivement, on est tributaire d'un héritage extrêmement puissant, héritage agricole et héritage gastronomique, moi je m'interroge beaucoup par rapport à toutes les rencontres qu'on a faites dans toute la France, ou qu'on a fait dans d'autres pays également, sur ce qu'il reste de cet héritage derrière la vitrine que vous nous avez vernie de la gastronomie française élitiste. Donc j'aimerais simplement savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette vitrine. Est-ce qu'il reste encore des savoir-faire? Est-ce que des gens savent encore faire du pain sans additifs? Est-ce que des gens savent encore faire du fromage sans levure industrielle sélectionnée? Est-ce que des gens savent encore faire pousser des graines qui n'ont pas été hybrides ou stérilisées, puisque les graines qu'aujourd'hui on sème sont des semences qui sont stériles? Donc moi je m'interroge sur toutes ces questions. Merci. Je voudrais simplement préciser, avant de laisser mes collègues répondre, que nous nous sommes modestement simplement intéressés à la question de la cuisine et de la mondialisation de la cuisine